Nous allons maintenant nous demander quelles sont les nouvelles pratiques qui ont été mises en place pour combattre ces formes de sexisme. Et nous avons autour de la table 3 membres de la société civile, 3 actrices qui luttent contre les discriminations sexistes. Nous avons Isabelle Cabaousset. Isabelle, tu enseignes à Paris. Au quotidien, dans une classe avec tes élèves de CP, tu sensibilises et orientes ta pédagogie pour lutter contre les préjugés sexistes et promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons. Tu milites dans l'association Mixité, un mouvement mixte pour l'égalité des sexes. Tu es la maman d'un petit garçon de 18 mois. Tu as rédigé de nombreuses fiches pédagogiques pour le journal des instituteurs et tu travailles avec les éditions Talent Haut, édition qui fait une collection de livres de jeunesse antisexistes. Autour de la table aussi Muriel Messens. Muriel, tu as été formée par Arturo Boal à la méthode du théâtre de l'opprimé, outil d'éducation populaire et d'émancipation. Tu pratiques depuis 30 ans en tant qu'animatrice et comédienne dans différents théâtres forums et tu animes des ateliers et tu formes aussi des professionnels. Tu es également militante, animatrice au planning familial, en fait tu étais de 1982 à 2009. Tu es responsable de l'association Féminisme en Jeu, association qui pratique la méthode du théâtre de l'opprimé sur l'oppression faite aux femmes depuis plusieurs années. Tu mènes des actions de prévention avec plusieurs théâtres forums en direction des jeunes, des professionnels, des adultes sur le sexisme et les violences faites aux femmes. L'association Féminisme en Jeu travaille en partenariat avec des associations féministes. Elle mène des actions de prévention depuis 12 ans à la demande de collectivités territoriales, départementales et régionales. Elle fait référence au niveau national. Son expérience sur la thématique lui permet de mettre à profit son expertise au service d'une réflexion et au service d'action au niveau européen. Amandine Trisac-Le-Gemblé, de formation universitaire, tu es diplômée de la Sorbonne en Master 2 Sciences Po. Et tu es diplômée aussi de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Tu penses qu'il est indispensable de lier théorie et militantisme. Tu travailles depuis 2 ans comme animatrice médiatrice à l'association Parole de Femmes à Massy. Cette association a été créée en 1996 pour lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes et propose un programme de prévention des comportements et des violences sexistes depuis 2001. Parole de Femmes adhère à la Fédération Solidarité Femmes, spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales, qui gère le numéro 3919, numéro national pour les victimes de violences conjugales. Rappeler ce contexte est important car la prévention du sexisme est indissociable de l'expertise et de l'expérience de l'association sur la question des violences faites aux femmes. Tu es militante, féministe dans plusieurs associations par ailleurs, la Marche mondiale des femmes, Oser le féminisme et Unisex. Tu relis ton travail de prévention à la lutte féministe pour l'émancipation, l'autonomisation et la libération des femmes. Première question. En rappelant l'état des lieux, quelles sont les différentes formes qui ont inspiré le plus les contre-modèles? Et d'après, je m'adresse pour commencer à Amandine, et d'après ton expérience personnelle, comment les contre-modèles au sexisme ordinaire se sont-ils élaborés? Par réaction, par une pédagogie particulière? Point d'interrogation. Bonjour à tous et à toutes, et merci beaucoup à l'Institut Émilie du Châtelet de m'avoir invité aux assises de l'IEC. C'est pour moi, militante de base, un honneur d'être parmi vous. Donc quand Anne-Marie m'a demandé de réfléchir au contre-modèle, j'avoue que je n'avais jamais utilisé cette expression-là, un mot m'est venu spontanément à l'esprit, c'était utopie. Qu'est-ce que c'est un contre-modèle? Peut-être une utopie. Comment réinventer une société sur une base féministe? Alors pour reprendre le sens que lui donnait Thomas More, l'utopie féministe serait pour moi une société idéale, débarrassée des discriminations et des injustices, où femmes et hommes vivraient en harmonie dans une égalité parfaite, sans rapport de domination entre eux.
Quant à la question du gouvernement idéal féministe, elle n'est toujours pas résolue, je ne m'avancerai donc pas sur ce terrain-là. Je me suis demandé néanmoins quelles utopies avait proposé le féminisme, mais on n'est pas là pour faire l'état des lieux de tout ce qu'a déjà proposé et tout ce qu'ont déjà proposé les mouvements de libération des femmes, mais surtout lesquelles et quelles utopies proposons-nous encore et quels moyens mettons-nous en œuvre pour les faire advenir. Alors quand je parle de mon travail à mes amis, à mes proches, ils me répondent souvent d'un air un peu moqueur, ah mais t'es trop utopiste, tu crois que tu vas changer la société, t'as de l'espoir. Je pense que oui, il y a un peu de tout ça, l'espoir, l'utopie, l'envie de changer la société. Et je me dis que si on veut reforester, il faut bien commencer par planter une petite graine. Alors au sein de la Fédération nationale Solidarité Femmes, nous pensons qu'enrayer les violences conjugales passe en grande partie par la prévention des comportements et des violences sexistes. Dans mon travail au quotidien, je cherche à inventer avec les jeunes d'autres modèles, d'autres manières de penser et de voir le monde, en l'occurrence des alternatives à la violence, aux comportements violents et au rapport de domination. Pour cela, il faut déconstruire. Déconstruire nos représentations machistes, analyser, critiquer et déconstruire ce dont nous imprègne l'éducation, les médias, les religions monothéistes, les amis, etc. Donc construire des contre-modèles n'est possible selon moi que si l'on a tué, ou du moins ébranlé au préalable le sexisme qui est en nous. Tuer l'homme en nous, dit Valérie Solanas dans le Strong Manifesto. Donc nous avons décidé de nous attaquer à tous les stéréotypes sexistes, lesbophobes et homophobes. Pour cela, nous avons créé un catalogue d'outils, des outils variés et adaptés à chaque tranche d'âge que nous rencontrons. J'en parlerai plus tard dans un deuxième temps. Donc on apprend dès le plus jeune âge que garçons et filles sont différents, qu'ils n'ont pas la même place dans le monde, que les uns ont des libertés que les autres n'ont pas, que les uns doivent se taire quand les autres parlent, que les uns ont des droits sur les autres. D'ailleurs, on sait tous et toutes que le masculin l'emporte, grammaticalement parlant, s'entend. C'est dès l'école élémentaire que nous intervenons pour créer un vrai dialogue entre filles et garçons, sur des sujets souvent tabous. Mixité des activités et des métiers, ça va, ça passe encore. Relations amoureuses et amitié, on commence à entrer sur un terrain un petit peu houleux. Respect de l'autre dans sa différence, sexualité, homosexualité bien sûr. On remarque déjà beaucoup de stéréotypes sur le féminin et le masculin, avec une séparation nette de certains jeux ou sports. La danse pour les filles, le foot ou les sports de combat pour les garçons, les poupées pour les filles, les voitures pour les garçons. Ça, c'est ce qu'on entend tout le temps, tous les jours, auprès des jeunes. Avec la plupart des enfants, néanmoins, nous pouvons discuter de tout et nous questionner avec eux sur les pourquoi. Pourquoi pense-t-on qu'une fille est nulle au foot et qu'elle est toujours pipelette? Ou pourquoi pense-t-on qu'un garçon ne joue pas au Barbie et qu'il ne doit pas pleurer? Nous les questionnons. Nous ne leur disons pas non, tu as tort, un garçon peut jouer à la poupée. Nous les questionnons sur pourquoi ils font ça. Alors ensuite viennent les adolescents, l'âge où l'on cherche des repères, où l'on s'identifie à des modèles souvent caricaturaux, où l'on suit nos pères. Et c'est là que s'exacerbent les violences contre soi et contre les autres, que les clichés sont renforcés par le besoin d'identité. Je suis un garçon, je dois donc être homme, je dois donc me montrer viril, une virilité affichée et valorisée partout, par tous. Je suis une fille, je dois donc devenir une femme, une fille bien, pardon. Je dois donc me soumettre au dictat de la féminité et me soumettre tout court. Les analyses sont souvent manichéennes à cet âge, on perd en liberté de penser. Alors, il y a les filles bien versus putes, les donjons versus putes, les filles en jean normal versus putes en jupe. Moi, je vous en passe, mais tous ces clichés-là, on les retrouve. Et à chaque fois, notre démarche est la même, de questionner, de comprendre pourquoi ces jeunes-là ont ces représentations-là et de les amener à comprendre les origines de leur représentation. Puis viennent les jeunes adultes, avec qui les discussions sont riches et parfois houleuses. La remise en question de leurs stéréotypes est plus difficile qu'avec les enfants. Ils nient, détournent leur regard, rient, ils nous traitent de femchistes. Avec eux, on se sent comme des empêcheuses de tourner en rond, alors qu'ils ne demandent parfois que ça, tourner en rond tranquillement. Alors, vous avez peut-être vu le spot de sensibilisation contre les violences conjugales qui a été fait pour la campagne, pour la grande cause nationale féministe contre les violences faites aux femmes, qui met en scène deux enfants qui jouent à la dinette, et on voit seulement leurs pieds, donc c'est filmé en dessous de la table.
Et on voit qu'ils reproduisent la violence qu'ils ont vu commettre par leur père et sur leur mère, et donc ce clip montre le continuum des violences machistes et surtout la reproduction de la violence machiste. Cela se transmet, tout comme l'habitude à la soumission. Cela est toléré même, comme un mal nécessaire, comme une pollution inévitable. Alors pour terminer sur cette question, et sur le point de vue de l'association, je souhaiterais vous lire un passage tiré de Du côté des petites filles d'Elena Giannini Bellotti, publié en 1973 pour la première fois en France, donc ça date. Les préjugés sont profondément enracinés dans les coutumes. Ils défient le temps, les changements, les démentis, parce qu'ils présentent une utilité sociale. L'insécurité humaine a besoin de certitude, et les préjugés en fournissent. Leur force stupéfiante réside justement dans le fait qu'ils ne sont pas transmis à des adultes qui, tout conditionnés qu'ils soient, pourraient avoir conservé assez de leur sens critique bien appauvri pour les analyser et les refuser, mais qu'ils sont présentés comme vérités indiscutables depuis l'enfance et ne sont jamais plus remis en question par la suite. C'est étrangement actuel, n'est-ce pas? Bonjour, donc je suis enseignante à Paris, essentiellement je suis enseignante dans les écoles primaires, donc du CP au CM2, donc de 6 ans à 10 ans. Voilà. Moi, je ne propose pas de contre-modèle ou peu. Avec mes élèves, on interroge les modèles actuels, les normes actuelles, les rôles sociaux actuels. Alors, pour commencer, je me suis interrogée sur la pratique des enseignants et des enseignants. Et j'ai lu les travaux qui avaient été faits par des chercheuses comme Nicole Mosconi, Claude Zellman, Marie Duhamel. Et donc, je vais vous présenter un état des lieux sur le sexisme ordinaire. Les enseignants transmettent inconsciemment, en même temps que les apprentissages disciplinaires, des modèles, des représentations, des comportements, des rôles, des valeurs, des positions liées au genre et aux rapports sociaux de sexe. Par exemple, une étude de Nicole Mosconi a montré que les enseignants... Allô ? Une étude de Nicole Mosconi a montré que les interactions des élèves des enseignants et des enseignantes avec les élèves n'étaient pas équitables. Il y avait 56% d'interactions avec les garçons et 44% avec les filles. Et en plus, on a montré qu'on n'interrogeait pas les filles et les garçons sur les mêmes domaines. Par exemple, on interrogera plus un garçon sur la construction du savoir et les filles sur le rappel de la leçon des jours précédents. On remarque aussi que les garçons monopolisent beaucoup l'espace didactique pour les bons élèves et l'espace sonore pour ceux qui ne peuvent pas maîtriser l'espace didactique. Ils se font remarquer en créant des problèmes disciplinaires et on remarque que les filles sont en retrait. Quand j'ai lu ces études, je n'étais pas encore dans une classe et ça me paraissait abstrait et assez étonnant. Et une fois que j'ai été dans les classes, je me suis rendu compte effectivement de cet état de fait. On remarque aussi chez les enseignants que la violence est beaucoup plus, pas tolérée, mais elle est stigmatisée, mais jugée beaucoup plus naturelle chez les garçons que chez les filles. Dans les programmes, on remarquera une absence des figures féminines historiques et peu de développement sur les luttes pour la conquête des droits des femmes. Sur l'évaluation, on note une surévaluation des bonnes copines. C'est parce que tu l'as éteint? Oui, je m'aime. Une surévaluation une surévaluation des bonnes copies de garçons et une sous-évaluation des bonnes copies de filles, et inversement, plus d'indulgence pour les mauvaises copies de filles et plus de sévérité pour les mauvaises copies de garçons. Alors, on remarque aussi dans la littérature jeunesse, soit dans les bibliothèques de classe ou dans les BCD d'école, il y a des albums et beaucoup véhiculent des stéréotypes sexistes, c'est-à-dire qu'ils discriminent les filles et les femmes en leur accordant une place minoritaire et en leur attribuant des traits physiques et psychologiques, des capacités, des rôles et un statut social spécifique. Une attitude qui discrimine aussi les garçons et les hommes, représentés dans des situations certes plus variées et plus valorisées, mais tout aussi mutilantes. On montre les filles et les femmes coquettes, frivoles, passives, gourmandes, rapporteuses, et bien plus souvent que les garçons faisant le ménage, la cuisine, maternant, et préoccupés de flirts et de rencontres amoureuses.
Elles sont habillées dans un style féminin ou ultra-féminin, des nœuds, des francs-feluches. Quant aux garçons, ils se bagarrent, embêtent les filles et sont souvent violents, effrontés, insolents, moqueurs et farceurs. On note cette même discrimination dans les manuels scolaires. En général, dans les textes comme dans l'iconographie, les garçons et les hommes sont plus cités que les filles et les femmes. Les manuels envoient aux filles un message de dévalorisation avec un modèle et un rôle préétabli traditionnel, peu variés et inférieurs à ceux proposés aux garçons. Ce message les empêche d'avoir la liberté de leur choix. Le stéréotype le plus fréquent, le modèle traditionnel, c'est la femme responsable des tâches familiales et domestiques, accompagnée parfois de sa fille qui la seconde. Or, le nouveau, entre guillemets, modèle féminin dominant de notre société est celui de la femme qui concilie activité professionnelle et vie familiale. Ainsi, certains manuels transmettent une image obsolète des femmes, celle de la mère cantonnée à la sphère familiale et domestique. Alors, une fois qu'on a fait tous ces constats, que j'ai vraiment résumé, condensé, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'enseignante dans sa classe ? C'est une vigilance de tous les jours. Pour moi, il y a deux aspects. Il y a moi et puis il y a les élèves. C'est-à-dire, moi, une remise en question de ma pratique. Donc, j'essaie d'avoir une répartition équitable de la prise de parole, d'avoir les mêmes exigences à l'égard des filles et des garçons. Par exemple, une belle écriture, une tenue du cahier, des affaires bien rangées, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Parce qu'il y a un petit album qui est assez amusant qui montre que les enseignants et les enseignantes exigent beaucoup plus de soins, de propreté pour les filles que pour les garçons. J'essaie d'ailleurs, quand je corrige, ils ont souvent des fichiers en CP, de ne pas regarder le nom. Et parfois, je me surprends, enfin mes stéréotypes me surprennent parce que ce n'est pas forcément ce qu'on attendait. J'essaie de veiller à l'attribution des places de chacune en classe pour favoriser les échanges entre les filles et les garçons. Mais tout ça, c'est une réflexion qui continue et qui aimerait être alimentée parce que je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Est-ce que la meilleure solution est de mettre un garçon à côté d'une fille ? Ça, je ne sais pas, c'est un questionnement. Je veille à l'application des enfants dans les différentes activités sportives. Si on doit encourager les filles à prendre des risques, à prendre leur place dans un jeu collectif, il importe aussi d'encourager les garçons à s'exprimer, développer l'artistique dans les activités dites féminines comme la gymnastique, la danse. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir proposer des activités comme le rugby, comme le football pour tout le monde, mais on oublie souvent de proposer des activités comme la danse à l'ensemble des élèves. J'utilise le masculin et le féminin et pas seulement le prétendu masculin neutre. Chacun et chacune a son cahier d'écrivaine ou son cahier d'écrivain. J'essaie de choisir des exemples qui s'émancipent des stéréotypes de sexe. Des femmes pompières côtoient des papas qui repassent le linge. J'ai dans la classe une bibliothèque de livres non sexistes et de livres féministes. Maintenant que je connais mieux les méthodes de lecture, je choisis moi-même les albums d'études. Et il était tout à l'heure question des parents divorcés ou séparés. Je me suis rendu compte que les pères étaient beaucoup plus présents en cas de garde alternée qu'en cas de... Voilà. En tout cas à l'école, je ne sais pas dans le partage des tâches familiales et domestiques, mais à l'école, les pères étaient plus présents. Voilà. Et dans un deuxième temps, mais j'y reviendrai plus tard, je propose aux élèves des séances de réflexion et de débat pour les amener, eux, à s'interroger sur leur environnement, sur leurs stéréotypes. Déjà, nous, quand on nous pose cette question, on m'a posé cette question, les contre-modèles, oui, en effet, on ne vient pas avec des contre-modèles du tout. Alors, comment ça se passe ? Moi, je représente ici un groupe, une équipe d'hommes et de femmes, où nous pratiquons une méthode. Je voudrais vous parler d'abord de la méthode qui s'appelle le théâtre de l'opprimé. Peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissent, je sais que dans la salle, il y en a qui connaissent déjà. Il y a une des techniques du théâtre de l'opprimé, c'est le théâtre forum. C'est-à-dire que nous, on pose les choses de cette manière. On pense que les opprimés savent ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Donc, si on part de cette idée-là, on dit que les opprimés peuvent se réapproprier cette parole, lutter ensemble pour que les choses changent. Voilà, en gros, Auguste Boal, qui vient du Brésil dans les années 70,
Voilà, ça a continué, il est décédé l'année dernière, mais ça continue. Donc on a créé une association qui s'appelle Féminisme en jeu. Je pense que c'est clair quand on dit féminisme en jeu. Je pense qu'on n'est pas neutre du tout. Nous sommes militants, mais ça ne veut pas dire qu'en aucun cas on fait passer nos propres messages. Nous n'avons pas de neutralité. Non, nous ne sommes pas neutres dans cette histoire. Nous sommes dans une société patriarcale, avec des rapports de domination, oui, et nous voulons lutter, nous, l'équipe qui fait du théâtre de l'opprimé, avec peut-être des hommes et des femmes, des garçons et des filles qui ont envie que ça change. Donc comment ensemble on va essayer de transformer le monde? On a cette ambition-là. Donc voilà, on prépare des scènes à partir de situations vraies. On part avec par exemple, on peut rassembler une quinzaine de jeunes, si on veut s'adresser à des collégiens. On va rassembler une quinzaine de collégiens, des garçons et des filles, on va leur dire comment ça se passe entre les garçons et les filles. Ils vont nous raconter plein d'histoires, et on va en choisir quelques-unes qui nous semblent les plus pertinentes, les plus intéressantes. En quoi elles sont intéressantes? La plupart du temps, elles sont intéressantes parce qu'elles mettent en jeu non pas deux individus, mais elles mettent en jeu dans l'histoire qui est racontée la société dans son ensemble. C'est-à-dire que les jeunes, garçons et filles, collège, lycée et même les plus petits, ils sont éduqués, construits dans une société. Ils sont ce qu'ils sont, c'est pas tombé du ciel, ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont été éduqués là-dedans. Donc on essaie, nous, dans les scènes qu'on va proposer, les situations à partir des histoires vraies qui nous sont racontées, on va essayer de donner cette dimension sociale. Ce n'est pas un garçon particulier avec une fille particulière, ça n'est pas accidentel, c'est structurel, c'est un système qui est mis en place. Et c'est ce système qu'on va essayer de décortiquer avec eux et de rendre visible. Le deuxième critère qui nous paraît important, c'est que nous ne savons pas, les hommes et les femmes de cette équipe, nous ne savons pas mieux qu'eux. Nous sommes aussi, dans cette situation, moi en tant que femme, opprimée dans cette société. Donc c'est ces histoires-là, en quoi elles font écho pour nous? C'est-à-dire qu'on ne se positionne pas en direction des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, on le verra plus tard, en termes de « nous savons ce qu'il faut faire pour régler cette histoire ». Non, c'est encore une fois nous et vous, vous et nous, comment on peut réfléchir, comment on peut trouver d'autres manières de faire, comment on peut trouver d'autres stratégies. Donc on pose une question à chaque fois avec une scène courte, une situation qui rencontre encore une fois des phénomènes de société, et on dit au public, si vous pensez qu'à la place de l'opprimé c'est quelqu'un qui a envie que ça change, qui ressent qu'elle est mal dans ce qu'elle vit, cette personne, c'est pas forcément que des filles, ça peut être aussi effectivement un garçon, mais cette personne, elle se sent mal, elle a envie que ça change. Elle fait des tentatives, elle lutte, mais elle est confrontée à des résistances. Donc comment on fait par rapport à ces résistances? Donc on joue la scène une première fois et on dit au public, qu'est-ce que vous feriez à sa place? Et là, j'ai plus que 2 minutes, et là, effectivement, il y a des garçons et des filles qui proposent d'autres manières de faire, qui nous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils vivent, des filles et des garçons qui ont envie que ça change. Mais ce qu'ils nous disent surtout, oui, c'est bien de travailler avec nous, mais il faut aussi que vous travailliez avec ceux et celles qui nous entourent et qui nous ont éduqués, c'est-à-dire les professionnels et les adultes. Donc, deuxième question, comment améliorer votre travail de déconstruction? Une fois que vous avez fait l'état des lieux, vous avez déconstruit, vous faites des propositions, vous interrogez les personnes opprimées, comment améliorer la société? Pourquoi pas, hein? Je vais vous présenter maintenant le travail que je fais avec les enfants. Et là, je leur propose des contre-modèles, par contre. Ah, c'est bête. C'est-à-dire des contre-modèles des situations, des personnes qui s'émancipent des stéréotypes de sexe habituels. Donc, avec les enfants, je fais des séances de réflexion et de débat pour amener les élèves à s'interroger eux-mêmes et leur environnement. J'ai 2 objectifs, interroger, déconstruire les stéréotypes de genre, démontrer que les stéréotypes sont une construction sociale et non un fait biologique naturel, et enlever les barrières qui enferment et séparent les filles et les garçons, leur donner la possibilité de choisir, ouvrir les possibles. Alors mes outils, ce sont principalement des textes extraits de la littérature jeunesse, mais aussi des documents iconographiques, des définitions de dictionnaires. Par exemple, un contre-modèle pour notre société actuelle, je leur montre
des reproductions de portraits d'enfants du XVIIIe et XIXe siècle, un tableau de Anker. Ça aurait été bien que je puisse vous le projeter, parce que je ne pense pas que vous le connaissiez, mais qui s'appelle La fillette au pantin, et un tableau de Sir Joshua Reynolds, Master Hair, qui ne sont pas du tout conformes avec les codes du genre actuel. Le petit garçon est habillé en robe de soie, il a les cheveux longs, blonds, bouclés, et une petite fille aux cheveux courts avec un veston bleu tenant un pantin. Je me sers aussi de dictionnaire junior afin d'analyser les définitions, les exemples et les illustrations de noms de métiers et des attributs sexués comme fort, joli, propre. J'emploie la littérature jeunesse antisexiste et féministe comme les albums et les petits romans de talent haut et les livres conseillés par la librairie Violette & Co. Je vous la recommande, vraiment les libraires sont très compétentes pour vous conseiller de très beaux livres poétiques sur le féminisme, l'antisexisme, l'homophobie et aussi des livres non sexistes. Au cycle 3, je travaille aussi sur la place des femmes dans l'histoire, les femmes qui ont marqué l'histoire, la scolarisation des filles dans le monde, la puberté et la sexualité, les sexualités. Et là, je ne me sens pas compétente pour intervenir, donc je travaille avec le planning familial qui fait des interventions remarquables avec des élèves de cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2. Pour résumer ce qu'on fait, on fait de la promotion des comportements non sexistes. On lutte pas, on fait pas de l'antisexisme, on fait de la promotion de ce qui pourrait émerger dans la salle, justement, qui soit pas en contre-modèle, encore une fois, mais en essayant de voir qu'il y a effectivement des filles qui ont des très très bonnes idées, hein, et des garçons aussi d'ailleurs. Ils savent très bien ce qu'il faut faire, quand il faut faire. En fait, ce qu'on essaye de donner, c'est de décrypter comment le système s'est mis en place. S'ils arrivent à comprendre que c'est une construction sociale, comme on essaie de leur montrer, donc ils comprennent ça très très vite et ils sont dans la déconstruction. Et encore une fois, on a joué beaucoup un théâtre forum qui s'appelle X égale Y en direction des collégiens et des collégiennes. Et à l'issue d'un certain nombre de représentations de X égale Y, ces jeunes nous ont dit « Oui, d'accord, c'est bien de travailler avec nous, mais pourquoi vous ne travaillez pas avec les enseignants ?» Et on a dit on donne la parole aux opprimés, on entend ce que vous dites, maintenant il ne suffit pas de donner la parole, il faut agir, il faut faire quelque chose avec cette parole. Donc on a créé un théâtre forum en direction des professionnels sur la question du sexisme, mais vraiment des professionnels. C'est des animateurs d'un service municipal de la jeunesse. Et puis, on a continué à travailler, on travaille beaucoup en Seine-Saint-Denis, pas parce qu'il y a plus de sexisme et de violence là-bas, parce qu'il y a un observatoire de violences faites aux femmes qui donne les moyens de travailler vraiment, et ça c'est des choix politiques. Ça nous permet aussi de continuer à travailler sur le long terme dans les établissements scolaires, mais auprès des enseignants, mais aussi, l'année dernière, ils nous ont dit, les jeunes, oui, mais alors les parents, hein, du boulot quand même, parce que franchement, nos parents... ils nous disent un certain nombre de choses, ils demandent aux frères de surveiller la sœur, enfin bon, plein de choses que vous connaissez. Donc on a créé effectivement un théâtre forum en direction des parents, c'est-à-dire de travailler sur le long terme, mais à tout niveau, que ce soit au niveau des jeunes, au niveau des professionnels, parce que la question de la formation sur ces questions-là, et avec la disparition des IUFM, c'était déjà pas terrible avant, mais alors, je ne sais pas trop ce qui va rester. Évidemment, la réduction des personnels, ça ne va pas arranger nos affaires non plus sur ces questions-là, mais en tout cas, les jeunes, on a assez d'entendre qu'ils sont ciblés comme étant, et surtout dans les banlieues, vraiment des violences sexistes, etc., et qu'on ne fasse rien, et là, vraiment, j'interpelle tous les gens qui sont là, et à chaque fois que je peux le faire, il y a vraiment, c'est urgentissime de faire un travail au niveau de l'éducation nationale. Parce que travailler auprès des jeunes, oui, mais si on ne travaille pas parallèlement avec les enseignants, non, vraiment, ça n'a pas de sens. Donc voilà, notre travail à nous, c'est de travailler sur tous les fronts, et encore une fois, avec cette idée de faire de la promotion, c'est-à-dire de prendre le problème à l'envers. Je vais répondre également sur les moyens qu'on se donne pour que ces propositions de contre-modèles soient efficaces et les obstacles qu'on rencontre aussi. Je rejoins Muriel dans le sens où les mêmes obstacles se posent vis-à-vis des adultes. Mais je vais revenir d'abord sur comment on fait, en fait, concrètement.
Donc, à Parole de Femmes, nous touchons tous les âges à partir de 8 ans. On commence au CE2. Principalement, on intervient dans les établissements scolaires et également dans quelques maisons de quartier. On a un catalogue d'outils que j'ai cité tout à l'heure, qu'on a créé dans l'association depuis 2001 et enrichi au fil des années. Donc on a un questionnaire, des débats à partir de films et de courts-métrages, analyse d'articles d'actualité, analyse de publicité, analyse de livres, analyse de jaquettes de jeux vidéo, des jeux de débat d'opinion mouvants, des scénettes, enfin ça passe par tout type d'outils pour accrocher les jeunes. Ces outils sont choisis avec l'équipe encadrante, professeurs, infirmières, direction parfois, des établissements scolaires, afin qu'ils soient assez unanimes et qui correspondent à la demande de l'établissement et du personnel, notamment les professeurs qui encadrent les jeunes. On intervient presque toujours auprès de groupes mixtes, sauf en cas particulier, donc garçons et filles sont mélangés, entendent la parole les uns des autres, et peuvent échanger sur des sujets parfois un peu tabous et ce qui nous semble essentiel. Alors, sauf s'il y a une problématique particulière, on peut commencer par des groupes non mixtes, puis ramener en groupe mixte. On intervient au moins 3 heures par classe, sur plusieurs séances, parfois 6 heures par classe. Quand on intervient dans un établissement scolaire, on intervient sur un niveau complet. Pardon. Et le NEC plus ultra, c'est quand on peut revenir l'année suivante au niveau supérieur. Donc on a déjà sensibilisé les élèves l'année précédente et on revient pour les retrouver. Et c'est ce temps long qui nous semble très important, la durée, parce que ces propositions, ces questionnements qu'on amène aux élèves, c'est des petites graines, mais il faut y revenir, il faut pouvoir les faire germer quelque part. L'impact de nos actions est très difficile à évaluer, forcément, quand il s'agit de choses qui relèvent des mentalités, quelque chose qui n'est pas concret. Alors parfois, on a l'heureuse surprise de retrouver un élève qu'on a eu 3 ans auparavant à l'école primaire, qui est au collège, et qui se rappelle de nous, qui nous parle de l'égalité des femmes et des hommes. Une petite joie, bien faible, mais c'est toujours ça. Dans une école élémentaire, les professeurs nous ont affirmé que les filles et les garçons jouaient davantage ensemble, notamment au football dans la cour, et que quand les filles étaient victimes d'agressions verbales ou physiques de la part des garçons, elles venaient davantage se plaindre, elles se sentaient davantage légitimes à dénoncer ces agressions-là, depuis qu'on intervenait chez eux. Alors au collège, on insiste sur l'émancipation et la liberté des filles, savoir dire non, écouter ses désirs, se donner le droit de choisir son orientation professionnelle, considéré comme inacceptable le contrôle des garçons sur leur corps. Mais ça, c'est pas très facile quand tout autour les enferme dans un rôle, quand les parents tiennent le discours inverse d'une autre, quand les magazines donnent à voir des filles écervelées, intéressées seulement par la mode. Les filles intériorisent aussi tout ça. Le rôle des grands frères, par exemple, est vraiment exemplaire, puisque non seulement les frères revendiquent ce rôle très viril de protection de leurs sœurs, de protection très violente, jusqu'à les frapper si elles ne sont pas rentrées à l'heure qu'ils avaient dit, mais les filles revendiquent également le fait d'avoir un grand frère qui les protège, parce qu'effectivement ça les protège, et puis parce que quelque part elles ne peuvent pas s'en sortir, donc si elles réalisent qu'elles sont sous la domination de leur frère, ensuite c'est impossible à vivre, enfin, c'est vraiment c'est très très dur. D'ailleurs, Isabelle Claire, qui a écrit Les jeunes et l'amour dans les cités, en parle très bien, mieux que moi certainement, dans son livre qui est paru il y a 2 ans, je crois. Donc c'est très difficile de connaître le poids de nos quelques heures de sensibilisation face à tout ce sexisme ambiant. Par ailleurs, même si nos questions trouvent un écho chez des élèves, quand même, ils ne sont pas tous sexistes, ultra-sexistes, ils ont des réserves et la peur de passer pour le lèche-cul de service. Donc parfois, ils ne s'expriment pas. Et ça nous est arrivé qu'un élève vienne à la fin de l'heure nous dire oui, en fait, ce que j'ai dit, je ne le pensais pas. En fait, je suis d'accord avec vous, mais vu qu'un tel, il est comme ça, je ne voulais pas me montrer favorable à ce que vous disiez pour ne pas passer pour quelqu'un de faible. Donc, face à l'impossibilité de mesurer nos résultats, on a eu l'idée d'élaborer un questionnaire avant-après pour tenter de saisir les changements qui pourraient avoir lieu dans les idées des élèves que nous avons sensibilisés. Donc, par exemple, quand on intervient dans une école primaire, on intervient auprès de tous les CE2, CM1, CM2.
Ça veut dire qu'on a les élèves 3 ans de suite. Parfois, dans les collèges, c'est en 4e, 3e. Donc là, l'idée, c'est de passer le questionnaire en tout début avant que nous intervenions et de le passer à la toute fin, donc peut-être 3 ans après. C'est le même, avec quelques dessins pour faire croire que c'est pas le même, mais c'est le même, et donc comparer les résultats avant-après avec une classe témoin qui n'aurait pas eu les interventions de parole de femmes et qui aurait également le questionnaire. Pour le moment, c'est un début, on n'a pas pu tirer de statistiques, et d'ailleurs on cherche des personnes qui pourraient nous aider à utiliser cet outil, notamment à dépouiller tous ces questionnaires, parce que c'est un travail énorme, et qu'on n'est que 2 salariés dans une toute petite association. Donc voilà, on fait appel aux chercheuses, par exemple, qui seraient intéressées pour avoir un terrain de recherche et mener avec nous cette enquête. Donc voilà, ok, 2 minutes. Donc principal obstacle, c'est que tout ce qu'on a réussi à déconstruire dans une séance peut être reconstruit tout de suite après. Les parents, les copains, la série télé, parfois même les professeurs, éducateurs, animateurs. Et donc aujourd'hui, on s'organise pour essayer de sensibiliser les adultes, ce qui n'est pas facile. On présente ça plutôt comme un échange que comme une formation, parce que ça implique beaucoup de choses qu'une petite animatrice, qu'une petite association vienne expliquer la vie aux professeurs. Donc on essaye de présenter ça comme une ouverture sur notre travail, voilà. Les adultes sont aussi très occupés, parfois pas intéressés, mais souvent plus occupés, effrayés par le féminisme ou bloqués par un sentiment d'impuissance qui fait qu'ils arrivent assez peu à relayer notre message. En effet, le planning familial fait de très nombreuses interventions dans les établissements scolaires, mais on nous appelle souvent quand il y a un problème, et c'est un petit peu dommage, il faut mieux arriver avant, et ne pas arriver, quel que soit le niveau, pour venir parler de la sexualité. Car là, évidemment, tout de suite, on ouvre la porte au sexisme, on vient parler des relations amoureuses et des ressentis. Et une fois qu'on aborde les relations amoureuses et le ressenti, on a une parole très, très différente. Si on arrive en disant « je vais vous parler de la sexualité », c'est sûr que là, c'est trop tard. Il faut détourner les paroles tout de suite et poser des questions, donner la parole. Et on a de grandes surprises sur le ressenti des garçons et des filles. Ça, c'est extraordinaire. Et je ne sais pas si Michel Navion est encore là, mais on fait passer parfois des petits papiers anonymes, évidemment, pour que certaines questions se posent. Ça arrive d'avoir même des coming out sur papier anonyme, parce qu'on s'engage évidemment à respecter l'anonymat de tout un chacun, et même d'autre part, quand on les a, on ne dit pas qu'on les a, quoi. Seulement, s'il y a des questions, comment je dois faire, etc., on laisse des documents pour que la personne en question puisse trouver des adresses pour l'aider. Mais dès qu'on parle du ressenti et des relations amoureuses, déjà on se détourne de la violence du sexisme. Alors justement, je parlais du coming out, c'est pas le sujet, mais la troisième et dernière question, c'était un peu de vous demander, dans votre démarche militante et activiste, est-ce que vous avez des outils particuliers pour lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie, la transphobie? Je crois qu'il ne faut pas oublier la transphobie, qui est toujours mise à l'écart, malheureusement, car nous devons aussi lutter contre cette forme de sexisme, ces formes de sexisme. Y a-t-il actuellement, avez-vous des outils particuliers? Abordez-vous ce sujet? On n'a pas créé un théâtre forum sur la question de l'homophobie. On s'est posé plein de fois la question. On se la pose encore. Comment faut-il aborder ce sujet-là en direction des collégiens et des lycéens? Ça nous pose plein de questions. Pour l'instant, on a plus qu'une sensation, on constate qu'on travaille sur l'homophobie en partant des situations qui nous sont apportées. On a une scène où il y a trois hommes, en fait. Dans X égale Y, il y a 4 scènes. Il y a une des scènes où, en fait, c'est un garçon qui voudrait se comporter différemment. On n'est pas du tout sur un garçon qui se sentirait homosexuel et qui aurait des attirances vers un autre garçon. Pas du tout, c'est pas ça. Mais il a envie, lui, d'avoir des comportements différents. Et c'est la pression du groupe garçon qui l'oblige, finalement, à avoir un comportement viriliste. Très souvent, à cette occasion de cette scène, évidemment,
les commentaires, les réflexions, les comportements, les jeunes qui viennent sur scène, et ceux qui ne viennent pas d'ailleurs sur scène, ont des discours homophobes. Donc évidemment, on travaille sur cette question-là. Pour nous, travailler faire la promotion des comportements non sexistes, il en découle vraisemblablement un travail sur l'homophobie. Pour nous c'est lié. Pour l'instant, là où on en est dans l'équipe, on s'est posé plein de fois la question. Voilà, c'est tout. Mais pour l'instant, on se dit qu'on travaille là-dessus d'une manière détournée. Quand on travaille contre le virilisme et le masculinisme, oui, en fait, on travaille contre l'homophobie. Pour l'instant, on en est là. Voilà. En fait, dans le primaire, il existe des petits albums. Une intervenante tout à l'heure a parlé d'un film qui s'appelle Le baiser de la lune. Mais il y a aussi des petits albums. Il y a L'heure des parents, par exemple, qui est un album pour plutôt les maternelles, où arrivent à la sortie de l'école différentes formes de famille. Donc la famille monoparentale, la famille à 4, enfin 4 parents, la famille 2 parents, 3 parents, les familles qui luttent contre qui luttent contre le dollar, enfin c'est la famille altermondialiste aussi, et donc il y a différentes formes de parentalité. Donc il y a tout, on peut aborder à travers ce petit album beaucoup de choses. Il y a aussi Marius, il y a Je me marierai avec Anna, il y a Mehdi met du rouge à lèvres, il y a un certain nombre d'albums qui permettent d'aborder avec les enfants, parce que souvent je n'aborde pas directement leurs stéréotypes comme ça, je leur propose un outil, donc comme je vous ai dit, soit un document iconographique, un texte, une définition. Le plus souvent c'est un texte qu'on commence déjà en compréhension écrite et orale le texte, des questions de vocabulaire, etc. Et puis petit à petit le débat arrive, et donc il y a du matériel, des outils pour aborder ces questions. Et je ne l'ai pas dit, mais les enfants sont passionnés par ces débats. Ils seraient prêts à louper leur récréation pour discuter de toutes ces questions du genre. Vraiment, ça les passionne. Ils n'ont pas du tout, c'est difficile à dire comme ça, mais ils n'ont pas une vision essentialiste des choses. Ils ne vont pas me dire, mais les garçons, ils font ça parce qu'ils ont tel gène, etc. Et on discute. Ils ont toujours plein de contre-exemples et de contre-modèles, si je puis dire, autour d'eux. Ils ont déjà vu, je ne sais pas, ils ont déjà vu plein de différentes formes, et donc qui leur permettent d'argumenter, qui leur disent mais moi je ne suis pas d'accord, mon papa fait la cuisine chez moi et moi je ne suis pas d'accord. Et donc c'est passionnant aussi en tant qu'enseignante d'animer ces débats. Mais je crois qu'un des principaux obstacles, je reviens, que ce soit dans la lutte contre l'homophobie ou contre le sexisme, c'est qu'il n'y a pas de politique d'éducation antisexiste dans l'éducation nationale. Il y a des textes que les enseignants méconnaissent, qui sont la Convention pour la promotion de l'égalité des chances entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif, qui a été signé en 2000 et renouvelé en 2006. Il y a un BO qui s'appelle de la mixité à l'égalité, qui date de 2000. Il y a une circulaire qui s'appelle l'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées, de 2003. Il y a un bulletin officiel aussi sur la féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres. Mais tous ces textes sont complètement ignorés par le monde enseignant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de véritable volonté politique de former les enseignants à l'UFM. J'ai autour de moi aussi plein d'enseignants qui sont dans la précédente école où je suis restée 6 ans. Il y avait plein d'enseignants qui étaient très sensibles à cette question, mais qu'on n'avait jamais interrogé. On n'avait jamais interrogé leur propre représentation. Mais au bout de quelques années, j'intervenais dans toutes les classes. Il y avait une véritable dynamique. Tous les documents officiels étaient féminisés, tous les noms de métiers étaient féminisés. Il y a des possibilités. Alors il y a des résistances aussi, mais il y a aussi beaucoup d'enseignants qui, comme ils souhaiteraient être sensibilisés à la poésie, au théâtre, voudraient aussi s'approprier cette question. Mais dans l'éducation nationale, il n'y a aucune volonté politique. Donc à partir de là, on ne peut rien faire. Ça, c'est la grosse question qui est la formation du personnel éducatif. Il y a aussi la question des programmes. Accorder dans les programmes une juste place aux femmes qui, par leurs actions ou travaux, jouent un rôle important, les artistes, politiciennes, scientifiques, intellectuels.
intégrer dans les programmes des développements sur le rôle des femmes, leurs conditions de vie, l'oppression dont elles font l'objet et sur l'histoire du féminisme. Et puis, dans les manuels scolaires, créer un organisme public de vérification des manuels avant publication. Cet organisme devra veiller à la représentation significative des femmes et des hommes et à l'absence de stéréotypes sexistes dans le choix des mots employés, des exemples, des exercices et problèmes, des illustrations, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique et on retrouve encore dans les manuels scolaires des stéréotypes criants. Et je n'ai pas fait l'inventaire ici, mais c'est édifiant. On a des textes, le socle commun des connaissances et des compétences institué par un décret de 2006, qui identifie précisément le respect de l'autre sexe et le refus des stéréotypes parmi les compétences sociales et civiques que tout élève doit acquérir au cours de sa scolarité. Ça existe, les profs ont des textes, mais s'ils n'ont aucun outil, aucun moyen financier, aucun horaire dégagé pour pouvoir faire ça, voilà, c'est très difficile. En même temps, il n'y a pas forcément, j'interviens d'horaire, parce que par exemple, je peux très bien dire que je fais l'analyse des stéréotypes en littérature. Par exemple, quand je propose un album en lecture, je n'ai pas besoin d'horaire, je le mets dans l'horaire lecture. Quand je propose d'autres exemples en mathématiques, c'est aussi les problèmes de mathématiques. Enfin, cette question-là, elle se retrouve dans les exemples de grammaire, de conjugaison. C'est pas seulement les tableaux aujourd'hui d'instruction civique. Oui. Alors, pour la lutte contre l'homophobie, nous, la lutte contre l'homophobie et la lesbophobie s'insère vraiment dans la lutte contre le sexisme. Alors, c'est un choix politique, je dirais, parce que pour nous, c'est lié, et c'est un choix stratégique aussi, parce que si la plupart des professeurs nous félicitent de prôner l'égalité des femmes et des hommes, dès qu'on parle d'homosexualité, ils sont très gênés. Donc certains disent carrément qu'ils ne savent pas comment aborder le sujet avec les élèves, et je trouve ça très honnête. Et d'autres disent « Ah non, ils sont trop jeunes, non, ils ne comprendront pas, voilà ». Donc, mais on en parle quand même, donc en école élémentaire évidemment. D'ailleurs, depuis la plus tendre enfance, on dit aux petits garçons et aux petites filles « Alors, tu as un amoureux ou tu as une amoureuse ?» Et on met bien on dit bien amoureux si c'est une petite fille, et amoureux si c'est un petit garçon, comme si on présupposait que forcément une fille aurait un amoureux et un garçon ait une amoureuse. Donc l'hétérocentrisme et l'hétéronormativité, elle est présente dès le départ. Et si on peut avoir un amoureux quand on est une fille, pourquoi on ne pourrait pas avoir une amoureuse aussi? D'ailleurs, on a déjà eu des cas de petits garçons ou de petites filles d'école élémentaire qui étaient homosexuels, en tout cas qui étaient amoureux ou qui avaient des sentiments pour un enfant du même sexe qu'eux. Et le professeur en avait été mis au courant et nous a demandé d'en parler. On a fait un débat dans la classe, ça s'est relativement bien passé, puisque quand on ouvre la parole, généralement ça se passe bien. Alors quand on aborde les sexualités un peu plus tard au collège, on aborde toutes les sexualités. Et quand on fait un petit exercice qui s'appelle le brainstorming féminin-masculin, on trace au tableau un tableau, 2 colonnes féminin-masculin, aux élèves de mettre tous les mots qu'ils veulent dedans. Donc les mots cités sont assez révélateurs. Généralement dans féminin, c'est les champs lexicaux de l'apparence, beauté, soins du corps et des cheveux, mode, shopping, des vêtements emblématiques du type jupe ou robe, les talons, le maquillage, bon, je vous en passe les meilleurs. Le champ lexical de la maternité, les enfants en général, souvent les enfants, les bébés, et les tâches domestiques. Et au mot masculin, on a les sports de vitesse ou de combat, la force et tout ce qui s'y rattache, donc la musculation, les garçons plus grands, plus forts, et des métiers emblématiques aussi, tels que maçon, pilote, mécanicien. Alors quand on leur demande si certaines choses ne pourraient pas être mixtes ou s'inscrire dans les 2 colonnes, alors là ils pensent immédiatement que les filles ce seraient des garçons manqués et des lesbiennes, et les garçons ce seraient des chochottes. Alors homosexuels c'est dans le meilleur des cas, sinon c'est des tapettes ou des PD. Donc on a ça à chaque fois, presque. Donc ce que ça révèle, c'est que outre le cliché traditionnel de la butch et de la folle, on est bien soupçonné de ne pas appartenir à la bonne genre hétérosexuelle dès qu'on ne rentre pas dans la case, dès qu'on ne met pas de talons si on est une fille, ou dès qu'on n'a pas de moustache si on est un garçon, ou je sais pas. Alors certains sont tolérants, hein, ça arrive. Oui, la moustache c'était un petit peu violent.
Elle marche. Donc si certains sont tolérants, il y en a beaucoup dès qu'on parle, donc les mots homosexuels, bisexuels, lesbiennes, trans, tout ça, on les met. Beaucoup font des mines de dégoût. Alors certains affirment que si leur meilleur ami était homosexuel, fille ou garçon, ils le rejetteraient. Si leur enfant était homosexuel, alors là, ils le renieraient ou la renieraient, voire le ou la tueraient. Donc parfois c'est très violent. Parfois aussi ça se passe bien et il y a un élève qui va amener un propos très tolérant, qui va amener un débat plus calme, mais parfois c'est très violent et moi je préfère même quand c'est violent, parce que quand tout le monde est d'accord en disant ah oui, ils ont le droit de vivre, ah bah oui, ils font ce qu'ils veulent, enfin, ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas, je sens qu'au fond, on n'a rien déconstruit du tout. Que le discours il est lisse parce que c'est pas bien d'être raciste et c'est pas bien de faire de la discrimination, mais qu'au fond il reste cette homophobie, lesbophobie, transphobie, biphobie qui est beaucoup plus profonde, quoi. Donc on ne peut pas la déconstruire si on dit juste que si tout le monde a le droit de vivre. Donc pour nous c'est une question de troubler le genre en faisant ces exercices-là, c'est leur poser 1000 questions parfois très directes, parfois absurdes, pour décloisonner le féminin et le masculin. Et pour ça, il faut lutter contre l'hétéronormativité, lutter contre toutes ces cases qu'on nous met. Voilà, pour nous, lutter contre l'homophobie, c'est aussi lutter contre le sexisme, et c'est global.